Merci Sarah d'être avec nous. Avec plaisir, bonjour. Voilà, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour nous de vous avoir. Vous êtes, pour celles qui ne connaissent pas encore Sarah Poniatowski, vous êtes une entrepreneuse audacieuse et surtout une créatrice dont le talent est reconnu bien au-delà du monde de la décoration. Je pense que vous pouvez l'applaudir parce qu'elle vient que pour nous. Ah, c'est gênant, merci. Sarah a répondu à notre invitation assez rapidement, spontanément, et donc fait l'aller-retour de Paris avec Loki, qui nous a fait le plaisir d'être sur scène aussi. Donc voilà, vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Alors, je vous propose de faire une rapide présentation de votre parcours, mais très rapide, parce que, évidemment, l'objet de cette intervention, c'est de vous parler aussi de ce livre, très beau livre. Je vois qu'il y en a certaines qui l'ont déjà. Et pour vous faire découvrir. Donc, vous avez, dès le plus jeune âge, grandi dans un univers où le sens du détail et l'esthétique occupaient déjà une place importante, puisque vous êtes la fille de Jean-Stanislas Poniatowski, qui est un ancien directeur du magazine Vogue, si je ne me trompe pas, Oui, oui. et de Sabine Marchal, qui était décoratrice également. Donc, très tôt, vous êtes imprégné de cet amour du beau et du raffinement. Vous avez fait des études de théâtre, de psychologie, de communication, mais finalement, vous choisissez de consacrer votre carrière à l'architecture d'intérieur. Et donc en 2002, vous fondez votre propre studio, qui s'appelle d'abord Studio Maison Lavoine. Il s'appelle Sarah, oui, Sarah Lavoine. Sarah Lavoine, qui deviendra plus tard Maison Sarah Lavoine. Exactement. Avec une ambition claire qui est de réinventer des espaces de vie en y insufflant élégance, couleur et modernité. Très vite, votre style va séduire un large public et va vous permettre de travailler sur des projets très variés, des appartements privés, bien sûr, mais aussi des plus gros chantiers comme des hôtels ou des boutiques assez prestigieuses d'ailleurs. Vous menez également des collaborations avec des marques emblématiques. Je vais citer Monoprix, La Redoute, il y en a peut-être d'autres. Oui, ARS, il y a le Louvre, oui. Il y a pas mal différentes. Et vous accompagnez également aussi généreusement des fondations, des associations comme les Hôpitaux de Paris ou les Cafés Joyeux. Donc vous avez une marque aujourd'hui assez florissante qui est connue, qui compte plusieurs boutiques, plus de 130 points de vente dans le monde. Et vous êtes à la tête d'une équipe de plus de... On est une centaine. Une centaine de personnes. Mais récemment, vous endossez une autre casquette, celle de raconter votre succès entrepreneurial, ou en tout cas les questions qui vous ont traversé pendant ce parcours avec ce livre, Rêver, oser, créer et recommencer. On va y revenir. Dans lequel vous partagez avec beaucoup de sincérité et d'humilité votre parcours, vos défis, vos réussites et aussi toutes les leçons que vous en avez tirées. Donc c'est encore une fois un plaisir pour nous de vous avoir sur ce salon pour un échange que nous espérons inspirant. Et voilà, donc encore un immense merci d'être avec nous. On va démarrer par passer en revue un petit peu ce livre et toutes ses clés. Et ensuite, on ouvrira une séance de questions-réponses. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous adresser directement à Sarah. Voilà. Merci. Voilà. Je voulais démarrer. Pardon. Vous avez écrit ce livre. En fait, c'est 40 chapitres. 40 chapitres qui sont organisés avec des questions que vous vous êtes posées. Alors déjà, c'est un très très beau livre, évidemment, on n'en attendait pas moins de vous, avec des très jolies photos, tout ça. Je vous invite vraiment à l'ouvrir et regarder déjà les couleurs, évidemment, et sa mise en page, que je trouve très agréable. Et donc, vous avez 40 chapitres au cours desquels vous allez nous parler de différentes choses. Tout d'abord, de se lancer. Oui. Alors, vous avez décidé, excusez-moi, parce que je ne suis pas la grande pro c'est pas mon métier de faire journaliste intervieweuse. je vais le faire à ma façon. Voilà, je cherchais ma deuxième feuille qui avait disparu.
Donc, donc voilà, vous répondez à des questions comme comment se lancer quand on n'a pas de formation, pourquoi il est primordial de bien s'entourer, pourquoi il faut changer d'avis et prendre des risques, quelles sont les clés pour être à la fois maman, chef d'entreprise, ça nous concerne aussi beaucoup, et comment placer la relation aux autres et à son environnement au cœur de toutes vos journées qui sont bien denses. Alors déjà, ce livre, Rêver, oser, créer, recommencer, c'est comme un manifeste. Oui, enfin, Pourquoi ce titre pourquoi ce titre parce que c'était surtout l'idée, en tout cas, de faire, comme je réponds souvent à des forums de femmes ou des podcasts, voilà, l'idée c'était de pouvoir transmettre un petit peu de ce que j'ai vécu. Et donc c'est plus c'est pas du tout une autobiographie, hein, c'est vraiment un petit guide, un manuel, quelque chose, un compagnon que vous prenez et qui répond un peu à des questions qu'on peut se poser tout au long de nos vies de femmes et nos vies de chefs d'entreprise ou nos vies tout court, enfin voilà, des parcours. Et donc c'était un peu cette chose d'empowerment au féminin et de pouvoir transmettre un petit peu, voilà, d'être utile aussi. Quand je me sens utile, quand on fait mon travail pour les Cafés Joyeux ou la Fondation des Hôpitaux, et là je me sens un peu utile aussi à pouvoir aider certaines personnes qui me posent souvent des questions, à qui je réponds en général toujours. Et c'était voilà. Donc j'ai appelé Flammarion et on leur a proposé de faire ça et on a fait ça avec Anne-Sophie Leroux, qui est ma co-autrice, et on a beaucoup aimé. Et donc c'était déjà et ce titre, parce que voilà, parce que il faut oser, il faut rêver, il faut créer, il faut se faire plaisir avant tout. On va développer tout ça. Donc un livre qui est d'emblée destiné aux femmes plus particulièrement ou pas forcément? Oui, quand même, mais moi j'aime beaucoup les hommes, hein, donc c'est ouvert à tout le monde. Mais oui, quand même, parce que je suis une femme, donc forcément ça parle plus aux femmes. Bien sûr. En général, on pose plus des questions. Voilà. En le lisant. Et donc, pour démarrer, vous dites qu'en fait, il ne faut pas nécessaire d'avoir une vocation. En effet, on a bien compris que l'architecture d'intérieur, ce n'était pas votre première formation. Et quand on veut se reconvertir, vous dites aussi, il est important d'identifier ce que l'on fait spontanément pour soi et qui peut être utile aux autres. Comment ça vous est venu d'arriver à... Moi, j'ai grandi dans cet univers quand même, donc mon œil a été formé à ça. Mais c'est vrai que je faisais tout le temps tourner les meubles chez moi. Enfin, je déménageais tout le temps. J'avais un peu une névrose comme ça d'avoir toujours besoin de refaire, de transformer, de bouger. Et moi, je dis, bon, à force de le faire pour moi, je vais le faire pour les autres. Donc oui, c'est ça, en fait. C'est l'idée de ce qu'on fait pour soi. Et bien, finalement, on le fait bien. Enfin, on essaie. Et donc, il faut autant le faire pour les autres. Et moi, petit à petit, voilà, je me suis réveillée un matin en me disant, ah ben, finalement, c'est ça que je veux faire. Mais je n'ai pas fait d'études de ça. Donc c'est vrai que parfois, ça manque. D'être complètement autodidacte. Donc je suis obligée de m'entourer d'architectes d'intérieur et des gens qui savent faire des plans. Moi je l'ai dans ma tête, mais j'ai besoin d'eux aussi pour le retranscrire. Donc c'est sûr que si j'avais fait ces études d'archi d'intérieur ou d'archi tout court, ça aurait été quand même un plus. Mais donc important d'identifier ce qui semble assez naturel pour celles qui se posent la question d'un changement de vie, carrière, professionnelle. Peut-être d'aller déjà écouter. Mais même pour les jeunes, souvent, il y a des femmes qui achètent ce livre. Et je dis, mais moi, je trouve que c'est important aussi à nos jeunes femmes de le lire parce qu'on ne sait pas forcément à 18, 20 ans ou même 25 ce qu'on veut faire. Et donc, ça peut aider aussi quand on est assez jeune de le lire. Et donc, même si on n'a pas de formation, ce qui compte, c'est de ne pas rester seul. Et finalement, ça a été presque l'occasion de bien s'entourer, n'étant peut-être pas formé ou qualifié. Oui. Et ça, c'est important. Parce que ça, vous l'évoquez beaucoup dans la vie est faite de rencontres, effectivement. Ouais. Donc, il faut essayer d'identifier les bonnes personnes. Et moi, je pense que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait seul. Donc, oui, j'ai un super DG, Édouard, qui est un homme. Et, voilà. Et on est très complémentaires. On a un vrai binôme. Et c'est vrai que j'avais déjà commencé mon studio d'archi sans lui, toute seule. Mais je trouve qu'on est plus fort. Ouais. Et comment on choisit alors la bonne personne? Ah ben ça, je ne sais pas comment on l'a choisi. Moi, je pense que c'est tout de suite un feeling, quelque chose qui passe entre nous. Après, malheureusement, ça peut bien se passer ou pas bien se passer. Ouais. Puis la vie est très longue, c'est comme un couple. Hein, donc, c'est mon mari du jour. Et bon,
Parfois, ça arrive de divorcer, mais en tout cas, il faut être très complémentaire, je pense. Oui. Parce que, voilà, lui, il est plus finance et moi, je suis plus créa. Et donc, il ne faut certainement pas se sentir illégitime. Vous parlez du syndrome de l'imposteur. Oui, parce que j'ai pas fait ces fameuses études et qu'on se sent toujours un peu... mais finalement, avec les années qui passent, heureusement, de moins en moins. Bien sûr. Voilà. Et quand on démarre, quand on démarre, oui, c'est une question faut faire ses preuves. de faire ses preuves et petit à petit, voilà, c'est comme construire une maison, quoi. C'est vraiment brique après brique. Et au bout d'un moment, on se sent un peu plus légitime. Aujourd'hui, après autant d'années dans le secteur, vous êtes certainement bien légitime. Voilà, vous avez pris un pari, c'est quand vous vous êtes lancé, de donner votre nom à votre marque, parce qu'à un moment, il faut passer par la création d'une marque. Enfin, il faut. Voilà. Quelle a été, en fait, votre vision dès le départ pour créer Studio Sarah Lavoine et d'utiliser C'était mon nom à votre nom. l'époque, donc... mais là, c'est vrai qu'avec le recul, je dis souvent que finalement, il vaut mieux garder son nom de naissance, c'est plus simple, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Mais c'est vrai que je ne me suis pas posé la question à l'époque. C'était voilà, studio Sarah Lavoine, et puis après, on a créé la maison Sarah Lavoine, et ça a été un peu compliqué à un moment. Donc, mais finalement, tout malheur, je sais pas comment on dit, enfin, les choses sont positives. C'est-à-dire que maintenant, il y a cette marque et il y a une personne. Moi, j'ai récupéré mon nom de jeune fille. Donc, si un jour, je ne sais pas, je dois vendre la marque, voilà, je ne vendrai pas mon nom puisque ce n'est plus mon nom. Voilà. Donc, voilà, donc c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Ok. Et oui, parce que mais les marques éponymes, oui, c'est jamais. C'est un choix. C'est un choix. Ça aurait pu s'appeler complètement autre chose. Ouais. Et il y a des marques, voilà. Mais à refaire, je ne l'appellerai pas comme ça. Non. Non. Ah oui, donc. Non, oui, mais c'est intéressant. Non, oui. C'est intéressant. C'est compliqué. Ouais. Oui. C'est plus compliqué. Oui, parce que vous allez jusqu'à donner votre nom à une couleur. Oui, mon prénom, ça va. Oui, oui. Ça qui est réputé, le bleu lavoine, pour celles qui ne connaissent pas le bleu lavoine, qui est une très jolie couleur. Et écoutez, oui. Et donc, après, donc, vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale, vous construisez une équipe autour de vous. Vous parlez beaucoup de ce choix de personnes, de s'entourer, comment trouver les bons artisans, comment trouver les bons partenaires, les bons investisseurs, la rencontre. Donc vous le dites, c'est une histoire de rencontre, de feeling. Mais est-ce que c'est toujours fiable de s'appuyer sur son feeling, son intuition, ou est-ce que vous n'avez pas... On n'a pas le choix. Oui, mais est-ce que vous... Avant tout, il faut essayer de croire en soi, ce qui n'est pas toujours facile. Et moi, j'ai un côté un peu mystique comme ça, de croire aux énergies positives, d'essayer de vraiment de faire ce travail, d'enlever tout le négatif qui n'est pas facile, parce que c'est plus facile de dire je ne vais pas y arriver que ça va être génial, je vais déplacer les montagnes. Donc, il faut vraiment faire ce travail d'enlever toutes les énergies négatives pour attirer à soi que du positif. Et les ondes qu'on envoie, forcément, arrivent comme un aimant et donc vous attirez à vous les bonnes choses. Donc, on peut ne pas y croire, mais moi, je crois que ça marche vraiment. Voilà, c'est un peu cette loi de l'attraction comme ça. Tout à fait. Qui fonctionne. Et alors, à quel moment on commence à recruter ? Quel est le bon moment ? Oui, à recruter. Parce déjà, que c'est aussi un risque, après, un investissement. C'est la croissance. Il faut savoir gérer la croissance. Alors, comment on gère ça ? Ça dépend dans quel domaine. Il n'y a pas de généralité parce que c'est vraiment quel domaine, je ne sais pas. On peut en parler après en one-to-one, enfin, en question-réponse plutôt, parce que je pense que chaque domaine est différent. Donc, mais c'est vrai qu'il faut gérer la croissance et que même quand on est une marque un peu installée, il y en a beaucoup qui souffrent aujourd'hui, mais nous aussi. C'est-à-dire que quand il y a des crises comme il se passe en ce moment, ça peut être assez vertigineux, donc, et on redescend très vite. Donc il faut faire attention à ne pas grandir trop vite. Il faut faire attention à ne pas grandir trop vite, à prendre des risques mesurés. Et comment vous avez pu... est-ce qu'il y a un chantier en particulier qui, à un moment donné, a accéléré une rencontre ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la notoriété de la maison Sarah Lavoine a pris cette ampleur en basculant, parce que vous êtes archi d'intérieur, et puis vous commencez à ouvrir des boutiques aussi. Oui, après, j'ai créé la marque, mais c'est vrai qu'on avait gagné un gros concours pour L'Oréal Luxe. On avait fait...
leur nouveau siège social. Un jour, on a reçu un appel pour faire 45 000 mètres carrés de bureau pour L'Oréal Luxe, alors qu'on devait être 5 au bureau aussi. Je ne savais même pas comment répondre à un tel appel d'offres. Et donc, pareil, j'ai appelé, je me suis fait aider, savoir comment on fait, parce que pour répondre à ça, c'était carrément un audit de la boîte. Donc, c'était quand même très compliqué. Et puis on passe les étapes et on a gagné. Donc c'est vrai que des chantiers comme ça fait vraiment passer à une étape supérieure et à une notoriété supérieure. Et puis et aussi j'avais gagné le prix de la femme d'affaires Veuve Clicquot. Veuve Clicquot, tout à fait. En 2017, et Veuve Clicquot est vraiment une entreprise qui soutient beaucoup les femmes. Maintenant le prix s'appelle Bold Woman. Et donc ça vous fait passer aussi dans une catégorie vraiment de... Même les gens proches vous disent « Ah oui, en fait, tu travailles vraiment. C'est pas un passe-temps. » Ben non, c'est pas un passe-temps, c'est vraiment du travail. Et donc, ce genre de prix, c'est des vraies reconnaissances. Et public aussi, parce que ça vous apporte de la visibilité, de la notoriété dans les pages économiques des journaux, dans les choses comme ça. Donc, tout de suite, on se dit « Ah ben non, c'est pas forcément un passe-temps de femme de chanteur à l'époque. » Et c'est un vrai travail. Oui, donc en fait, cette légitimité, il a fallu la gagner finalement. Exactement. Peut-être plus que d'autres. En tout cas, oui, c'est différent. Voilà. Oui. Ça peut ouvrir des portes, mais il faut faire ses preuves. Il faut être meilleur, en tout cas, il faut être bon. Oui. Et alors, parce que vous avez vraiment un style tout à fait unique, reconnaissable. Vos sources d'inspiration sont très nombreuses. Vous en parlez aussi d'ailleurs beaucoup. Comment stimuler la créativité. Dès le départ, vous aviez, comment vous avez construit. Je pense à certains qui vous connaissent, qui aiment votre style et qui auraient peut-être envie d'avoir quelques secrets sur votre patte, vos sources d'inspiration. Voilà. Tout est pour moi source d'inspiration. Par exemple, cette salle est absolument magnifique. Je la découvre et j'ai envie de regarder chaque détail. Moi, je suis très curieuse et j'observe beaucoup. Donc ça, avant tout, c'est ce qui me nourrit le plus dans ma créativité. Voilà, la curiosité. Oui, parce que vous évoquez pas mal de choses, de dire... alors, ce qui est drôle, vous dites que vous êtes d'abord résolument anti-tendance. Oui, parce que j'aime les choses qui durent, j'aime les choses qui se patinent, donc je suis pas tellement tendance. La tendance, la mode, ça se démode, donc oui. Et que chacun a son mauvais goût. Oui, c'est vrai. Donc on peut avoir confiance dans ses goûts, même s'ils font pas l'unanimité. Bien sûr, moi je plais pas du tout à tout le monde, donc franchement, voilà, chacun son goût, et l'important c'est de se sentir bien. Donc déjà, de pouvoir s'appuyer sur ce qui nous plaît à soi, et puis et que tout mérite d'être regardé. Oui. Voilà. Puis la nature aussi, la lumière, les voyages. Donc ce sont des sources. Mais donc c'est quelque chose que vous faites de manière ritualisée, régulière. Non, vraiment de façon spontanée. À chaque moment, voilà, je regarde, j'arrive ici, j'ai marché de la gare jusqu'ici, c'est vrai que je voulais, parce que je passe souvent dans la région, mais pas beaucoup dans le centre de Bordeaux, vraiment, donc là j'avais du temps, donc j'ai marché, je regardais tous ces immeubles, tous les détails, des balcons, des choses qui sont très inspirantes, c'est très beau, la ville est vraiment très belle, donc ça permet de se nourrir. Donc on va avoir une collection. Et de ne pas marcher la tête en bas sur son portable, voilà. Oui, c'est sûr. Ce qui n'est pas facile. C'est sûr. Surtout pour les enfants. Vous évoquez aussi beaucoup de choses, beaucoup dans votre livre. Vous faites un chapitre qui m'a beaucoup plu personnellement. Vous parlez du prendre soin. Prendre soin des lieux, prendre soin de soi, de sa communication, de son environnement, et de donner du temps aussi, de sortir de ce qu'on fait tous les jours pour se nourrir. Voilà, par exemple, là... Voilà, c'est ce qui m'a fait vous appeler, clairement. Oui, mais c'est vrai. Je pense que c'est important de pouvoir transmettre, de pouvoir être utile, de pouvoir faire autre chose. Et je suis ravie d'être là. Donc, et que ça nourrit beaucoup plus que finalement... en tout cas, ça nourrit. Oui, exactement. Ouais. Et... oui, vous dites aussi prendre soin de son temps. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet dans nos vies de femmes multicasquettes, débordées, parce que nous sommes des femmes qui veulent être parfaites, des mères parfaites, des copines parfaites, des épouses parfaites, des femmes professionnelles, voilà, avec une vie... on se met beaucoup d'exigences, je pense. Et je pense que c'est votre cas aussi. Oui, beaucoup. Vous avez une vie quand même bien dense. Et vous dites, voilà, en fait, il faut prendre soin de son temps.
Et de s'octroyer. Moi, je suis très organisée, donc Voilà. c'est vrai que mon temps, il est très géré. Enfin, je suis jamais en retard. Je suis très. C'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais. Ouais, On a toujours des imprévus dans la bien vie, sûr. et c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi aussi, quand même, je pense. Donc, Et qu'est-ce que vous faites, par exemple, parfois, on s'oublie un peu, et donc il faut se faire du bien. Et vous mettez dans le livre des petits conseils très pratiques Oui, je sais plus, mais- rituels de vie, par exemple, tout ce qui prend moins de 2 minutes, Faut le faire tout de suite. faut le faire tout de Oui, suite. parce que sinon après j'oublie. Donc, Voilà. donc je réponds toujours tout de suite, sinon après Voilà. ça m'empêche de dormir. Et que finalement d'accepter aussi, parce que alors, je découvre que vous faites tout beaucoup vous-même pour votre vie quotidienne. Ah oui, j'ai pas d'assistante. Vous n'avez pas d'assistante, prenez vos rendez-vous vous-même, Oui. et qu'il faut accepter finalement que ça prend un certain temps, et qu'il faut laisser la place à ce temps-là pour la vie quotidienne en fait. Bah oui, oui. Que Puis c'est les enfants, pas vu comme bah, une tout, ça contrainte. prend- Enfin, je sais pas. Moi, j'ai 3 enfants et ça me prend beaucoup de temps aussi, mais je serais en panique si ils n'avaient plus besoin de moi. Donc, même ma fille qui a 27 ans, elle m'appelle tout le temps. Je suis ravie. Voilà, j'ai besoin qu'ils aient besoin de moi. C'est quelque chose de D'ailleurs, très important pour moi. vous dites qu'ils sont assez prioritaires, que vous pouvez interrompre une conversation parce que Oui. vous avez un coup de fil d'un enfant qui... C'est ça. Bah Là. oui, oui. Ils ont quel âge vos enfants? 27, 17 et 14. Ah oui, il y en a encore qui ont besoin de nous à Oui, cet âge-là. tous les âges. Ouais. Plus le chien. Et plus le chien, De qui a 1 l'enfant. an et demi, donc il est là pour un moment. Ouais, le chien de l'enfant, mais évidemment, il va pas à l'école, donc c'est moi qui. Voilà, ça, c'est un truc en plus qu'on se rajoute. Vous voyez. Mais oui, je vois De bien, je dire fais la oui, même chose. Et finalement, c'est une organisation. Ouais. Mais vous parlez aussi des moments de respiration, dans prendre du temps, prendre soin de son temps, prendre soin de sa vie. C'est aussi de ne pas négliger les moments de fête, de libération. D'amis, de rire, de joie, de Voilà. se retrouver, de rassembler. Moi, je dis que je fais des maisons, c'est vrai, pour rassembler les gens que j'aime, toutes générations confondues. Et ça, c'est vraiment ce qui booste mon travail au quotidien. En fait, c'est vraiment de faire ça pour moi, enfin, et pour les gens, évidemment, pour mes clients. Mais c'est une réussite quand je sais que les gens se sentent bien chez eux ou dans un restaurant, dans un hôtel. Voilà, c'est de rassembler tout ça autour. Exactement. Eh bien, oui, alors, le livre, le dernier mot de ce livre, c'est « et recommencer ». Donc continuer, ça aurait pu être continuer, et voilà, et faire. Et effectivement, il faut se réinventer tout le temps. C'est dur de rester sur la durée. Il faut, on crée des collections. Oui, il y a un style, mais il faut aussi se réinventer. Oui, surtout dans se la renouveler. décoration. Voilà. Il faut... Le plus dur, c'est de durer, Ouais. dans tous les métiers créatifs, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est recommencer. Voilà. Et vous dites aussi que, en fait, c'est pas toujours facile de se dire que c'est fini. Un chantier est fini. On a toujours envie de... Non, je vous assure qu'un chantier est fini, quand même, on est content qu'il soit fini. Oui, non, mais qu'on a toujours... Ça fait 5 ans qu'on fait un hôtel à Bruxelles, par exemple. Je dis, mais c'est 5 ans. Ah oui. Oui, on va être très content quand ça va être fini. Mais non, c'est pas facile. Enfin, si, c'est facile. Il faut que ça se termine. Mais après, il y en a d'autres. Donc, il faut avoir une vision. Sur l'archi, par exemple, c'est que du bouche à oreille. Donc, il faut avoir des visions, pour savoir quels sont les prochains chantiers. Et comment ça se passe? Alors, on vous appelle plutôt maintenant, ou vous êtes aussi encore... vous vous repositionnez sur des appels d'offres Les deux, on fait des concours, ça dépend des projets. partout dans le monde? On a archi pas partout. Oui, enfin, on en a fait aux États-Unis, au Japon, mais c'est surtout ça reste quand même en France pour les projets. Ouais. D'accord. Et alors aujourd'hui, comment vous avez quoi? Est-ce que vous avez un défi? Voilà. Ou est-ce que vous avez vous lancez une prochaine un grand projet, une grande étape? J'ai beaucoup de chantiers. Là, on fait des hôtels, des bureaux encore. Enfin, il y a tout le temps des projets, ça s'arrête jamais en fait. D'accord. Donc c'est non-stop. Vous Mais recommencez souvent. tout le temps. Et même quand il y a des revers qui peuvent parfois. Ouais, non, mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. Ouais. La crise immobilière, les choses où on est tout de suite impacté par ça. Ou même quand il y a eu le Covid, c'était quand même stupéfiant de se retrouver avec du jour au lendemain tout arrêté, les boutiques, les stocks, apporter les salaires. Ça a été très dur. Donc oui, il faut se remettre en question tout le temps. L'entrepreneuriat, c'est quand même
pas si simple. Et du coup, la diversification, par exemple, là, parce que vous aviez d'abord un studio et ensuite vous avez pensé, enfin, vous avez ouvert des boutiques. Donc tout ça, c'était parce qu'on vous appelait, on vous demandait ou non, parce que j'ai commencé à créer des collections et c'est vrai que c'était important de pouvoir les montrer et développer. Mais maintenant, finalement, c'est là où je dis que parfois il faut faire attention sur la croissance. C'est qu'avec le digital, c'est la première boutique, finalement, c'est Internet. Et c'est là où il faut peut-être encore plus investir et être meilleur là-dessus. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 250 points de vente physiques. Donc, mais tout dépend de différentes. Et du coup, vous adaptez par rapport secteurs, à ça. Mais c'est vrai que le retail souffre beaucoup, le prêt-à-porter souffre beaucoup en ce moment. Donc, il faut parfois se réinventer aussi, donc voir comment on recommence différemment. Et du coup, là, j'imagine qu'entre les boutiques que vous avez évidemment un site en ligne et vous avez une réflexion par rapport aux boutiques, si vous voulez, versus, parce que des objets, en fait, c'est quand même beau de les voir. Vous avez des vrais showrooms, en fait, vos boutiques. Oui, c'est pour ça qu'on a les deux et que même que les deux marques continuent qui sont à entièrement fonctionner. digitales, elles ouvrent quand même en physique. Donc, il faut, mais il n'y a pas besoin d'en avoir partout non plus. Très bien. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aujourd'hui à celles qui sont en train de rebondir? Je ne sais pas, mais posez-moi les questions. J'essaierai de vous répondre le mieux avec mon expérience à moi. Ouais. Mais c'est compliqué de donner un conseil général, à part croire en vous et essayer de faire les choses. Voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Est-ce que vous avez des questions? C'est l'occasion. Ouais. Non, j'ai jamais demandé à un cabinet de conseil. Je vais juste répéter la question pour l'enregistrement et pour que tout le monde puisse entendre. Donc, Madame demande si Sarah travaille avec des cabinets de conseil ou sinon, justement, plutôt... Est-ce que toutes les créations viennent directement de vous? Tout vient. Je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai des designers au bureau, j'ai une équipe avec qui m'entoure. Mais c'est vrai que je ne prends pas de cabinet de conseil extérieur ni de cabinet de tendance. Il y en a qui sont très forts et très doués. Mais pour moi, ça ne me nourrit pas. C'est vrai que... Qu'est-ce qui vous nourrit? Oui, c'est des voyages, c'est des expos, c'est des tableaux, c'est vraiment une personne dans la rue qui va passer. Enfin, chaque chose me nourrit et me donne envie de créer quelque chose. Surtout les voyages, je dirais quand même, avant tout. Bonjour. Alors moi j'ai une question parce que vous parliez des énergies positives, de la loi de l'attraction, etc. Comment ça s'entretient ça au quotidien pour avoir toujours un bon état d'esprit, être positif tout le temps parce que on est toujours happé par des choses négatives. Donc comment garder un esprit positif, une énergie positive alors que le quotidien peut peut-être plutôt vous renvoyer Ce que je disais, c'est que c'est pas facile de reprogrammer son cerveau sur le positif. C'est que il faut essayer vraiment de chasser ces ondes négatives et c'est un travail très compliqué en fait. Ça prend beaucoup de temps aussi et donc parfois on réalise même pas qu'on est tout pèse lourd quand même. Et donc à un moment tu te dis non, faut le chasser. Et donc c'est vraiment une mécanique à avoir. Moi j'avais fait un coaching pendant voilà. J'avais fait un coaching pendant 6 semaines et c'est vrai que parfois je me dis bon, il faut que j'y retourne parce qu'évidemment le négatif revient au galop. Alors je reprends mes cours et puis je me replonge dedans et je dois dire que souvent j'arrive pas au bout des 6 semaines. C'est pas facile. D'abord ça prend du temps et c'est une vraie discipline. C'est une vraie discipline. Des audios à écouter et des choses, des polycopiés à remplir tous les jours et avec chaque action positive, il y en a même qui entraîne une plus grande, une plus grande, une plus grande. Mais franchement, ça marche, mais c'est un vrai travail et ce cerveau a tendance à nous emmener dans le négatif quand même. Donc, c'est pas facile. Est-ce que
Sarah est coachée par un mentor ou quelqu'un qui vous booste? Non, j'ai pas de coach ni de mentor, mais je pense que ça serait intéressant de le faire. Il y a pas mal de coachs de direction, des choses comme ça. Et là, il n'y a pas si longtemps, on va me parler d'un très bon coach, donc je pense que je vais l'appeler. Voilà, c'est important de pouvoir encore progresser et puis aussi de s'alléger de tous ces stress et tout ça. Et je pense qu'il y a pas mal de choses pour aider. Ouais, une bonne boîte à outils, effectivement. Bonjour. Alors, Donc de parler d'un échec que Sarah aurait vécu, connu, et comment on le dépasse. Comment vous parce le que c'est dépassez? pas magique la visualisation dont je parle, c'est pas magique parce que on était sur un concours du terminal 1 de Roissy à Paris, enfin Charles de Gaulle, et c'est le terminal qui était assez mythique. Il est rond comme ça, on le voit souvent dans les films avec Alain Delon et Mireille Darc qui partent. Et j'ai beaucoup voyagé dans ce terminal enfant avec mon père, et donc on arrive, on nous appelle pour faire le concours, et je me dis mais c'est fantastique. Génial, donc on se donne à fond avec l'équipe, on fait une présentation, on arrive en finale, et vraiment je visualise à fond. Je me dis, c'est sûr, enfin, j'enlève tout le négatif pour avoir pour gagner, et non, on a perdu. Et donc j'étais désespérée, je dis, oh, mais non, j'ai pourtant tout donné, et en fait, quand je vois le résultat qui a été fait par un de mes confrères, Hugo Toro, bah, je me dis qu'il est bien meilleur que nous, donc je comprends qu'il ait gagné et que nous, on est perdu. Donc ça nous permet aussi de se dire, bon, bah, finalement, on n'était pas si bon, et de se remettre en question et de travailler encore plus. Voilà. Se remettre en question. Ouais. Et en profiter pour s'améliorer. Exactement. Oui? On Oui. entend. Je répéterai la question. Oui. Comment se protéger quand on a une grande, forte notoriété? Comment se protéger? Déjà, j'ai de la chance, je trouve, parce que bon, je suis un peu sur les réseaux et tout ça quand même. Effectivement, je montre un peu ma vie privée, mais pas non plus avec un juste équilibre. Et les gens sont très bienveillants à mon égard. Et j'ai rarement des gens qui disent, voilà. Il y en a beaucoup qui peuvent, je vois, j'ai d'autres amis, enfin des gens un peu connus qui s'en prennent franchement plein. Hein, moi, pas. Les gens, donc ça, déjà, ça me permet de continuer à pouvoir montrer et partager sans me faire attaquer. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et puis, je protège quand même ma vie personnelle. Enfin, je ne fais pas de grandes déclarations publiques sur le passé ou sur d'autres choses. Voilà, j'essaie d'être assez calme et neutre. C'est vrai que je montre mes enfants, mais pas que c'est pas non plus indécent. Enfin, voilà, je montre les belles choses, j'essaie de faire profiter quand on voyage, quand on fait des choses comme ça. Mais ce qui me touche, c'est la bienveillance des gens. Voilà, et des femmes surtout aussi. Il y a eu des moments un peu compliqués et les gens étaient toujours très... voilà, me soutenaient beaucoup. Merci à vous. Ah oui, 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 je vous vois. Oui, Oui, très bien. Aussi. L'acoustique est très bonne dans cette pièce. Comment gérer la charge mentale? Je me permets juste, parce que je ne sais pas si tout le monde avait bien entendu. La charge mentale quand on est justement une maman, on démarre une activité, etc. J'ai l'impression qu'elle est plus dure aujourd'hui qu'au début, ma charge mentale. Au début, j'avais qu'une enfant. Mes enfants, les deux premiers ont 9 ans d'écart, donc pendant longtemps, il n'y en avait qu'une. C'était assez facile à gérer. Je la trimballais partout. Elle était elle était très sage. Et puis la boîte, elle a grandi doucement aussi. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus dur. Plus les enfants grandissent, j'ai l'impression que plus c'est dur, plus ils en demandent. Franchement, ils sont non mais c'est angoissant, ça, on s'inquiète pour eux, on se demande ce qu'ils vont faire de leur vie, est-ce qu'ils vont réussir leur vie. Donc il y a tout ce truc là et les trois sont très présents comme je disais. Et puis je suis assez seule quand même à les gérer, donc ça me prend beaucoup dans ma charge mentale. Et la boîte, c'est vrai que comme elle a quand même beaucoup grandi et grossi, même si j'ai des associés, ça reste ma boîte, donc je dors pas beaucoup en fait.
Donc, j'essaye juste parfois de me faire du bien, ce qu'on disait, de prendre du temps, d'aller me faire masser ou d'aller marcher à l'océan comme je vais faire cet après-midi. Ça va faire du bien et redescendre un peu. Mais je pense qu'au début, je ne me posais pas la question de la charge mentale. Je me la pose beaucoup plus aujourd'hui. Alors là, Le financement du projet au départ. alors moi, mon projet, c'est pour ça que je dis que chacun est différent, c'est que l'architecture d'intérieur, ça demande zéro financement en fait. J'ai juste monté mon entreprise avec 1500 euros et c'était que moi. J'avais pas pris de bureau, il n'y avait pas de fourniture, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. Donc c'était que mon temps à moi et donc ça ne me demandait pas de financement. C'est ça, c'était l'avantage. Mais à un moment, il faut aller chercher des financements. Après, à aucun moment, vous n'avez pas dû... Si, mais après, mais pas pour l'agence d'archi finalement, parce que c'est des projets, et donc tu les prends, et puis si plus il y a de projets, plus on peut se staffer, c'est en freelance, voilà, donc... L'autofinancement, voilà, au départ. Ce qui demande du financement, c'est les boutiques, c'est la marque, c'est le retail, ça demande beaucoup de financement, et c'est là où j'ai pris des associés, des actionnaires, pour pouvoir développer et produire les stocks, et donc c'est là où ça devient plus lourd. Et aujourd'hui, donc, vous êtes combien d'actionnaires dans la société? J'ai 2 familles d'actionnaires avec moi. Je reste actionnaire majoritaire, mais j'ai des partenaires solides avec moi parce que moi, j'ai pas de fonds propres. Donc, c'est vrai que tout ça coûte assez cher. Voilà. Donc, selon le secteur dans lequel vous êtes, il y a plus ou moins de financement pour commencer. Vous voyez, ça, c'est un enfant, par exemple. Ah ben, on décroche? Bah non, on va attendre. C'est vrai. Le bouche à oreille. Pour les prix en particulier, c'est vrai que le bouche à oreille est très important en archi d'intérieur. Vous faites un premier chantier, si ça se passe bien, en général, ça parle entre. Vous voyez, bon, moi, ça a beaucoup marché. Et à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a quand même ce truc d'Instagram et tout ça, ou de cette facilité de pouvoir montrer ses projets et de se faire connaître. Donc, c'est quand même, à partir du moment où vous avez. Faites des belles photos de votre chantier, vous pouvez le montrer facilement. Moi, j'avais des attachés de presse que je payais. Et donc, c'est vrai que la presse aujourd'hui est peut-être encore importante, je pense. C'est quand j'ai fait apparemment, j'ai fait la couverture du Milk Décoration le mois dernier avec une maison au Maroc. Ça reste encore très visible et ça touche une clientèle, je pense, plus importante pour moi que peut-être les réseaux. Donc, mais le bouche à oreille est vraiment quelque chose de très important, oui. Et c'est important aussi, moi j'ai beaucoup bougé, donc je montrais beaucoup mes propres maisons, ou mes propres appartements. Donc je ne sais pas si c'est votre métier, si vous faites ça, mais effectivement, il faut se faire connaître. Et l'avantage des réseaux, c'est que c'est quand même assez pratique et ça ne coûte pas cher. C'est clair. Alors, il y avait une autre main juste avant. C'est un mix de tout ça, je dis. Ah, pardon. Oui, c'est juste de savoir ce qui avait contribué au succès entre le réseau personnel, le réseau professionnel. Alors, je pense que c'est un mix de tout ça, sauf que moi, j'aime pas travailler pour les amis, parce que je préfère les garder. Parce que franchement, les chantiers, c'est compliqué, c'est un univers compliqué. C'est vraiment une source d'angoisse. C'est comme les déménagements, je crois qu'il y a les deuils, les décès, les déménagements. Enfin bon, les chantiers, c'est un gros truc. Donc, j'essaye de ne pas travailler vraiment pour les amis. Donc, en fait, j'ai fait quand même beaucoup de communication. J'ai de la chance aussi d'avoir que la presse me soutienne depuis longtemps. Et je leur donne beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, la communication. Par exemple, le bouquin, c'était un job à plein temps, le lancement du livre. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. À un moment, je me dis, mais pourquoi me coller ça en plus, en fait? Donc, parfois, en fait, je me dis, mais à quoi ça sert de courir tout le temps derrière toujours plus, plus, plus? Et je pense qu'aujourd'hui, le moins, c'est pas mal. C'est clair. J'avais une autre question aussi. À peu près ça.
Bah, c'est très bien. Je vais... Allez-y. Oui. Le tout premier chantier. Le tout premier chantier, le tout premier client et qui a fait que la mayonnaise a pris. Alors, je vais me contredire parce que mon tout premier chantier, c'était mes meilleurs amis qui avaient acheté une très belle maison dans le 5e à Paris, rue Mouffetard, et qui avait beaucoup de goût. Elle a beaucoup de goût. Et donc, ça a forcément matché parce qu'on se connaissait très bien. Et c'est vrai que cette maison, j'en souviens comme si c'était hier, et elle est encore, je crois elle a été vendue, mais ils ont gardé à peu près tout ce qu'on avait fait. Et finalement, cette intemporalité de ce chantier, on l'a publié d'ailleurs dans la presse. Et donc, très vite, ça a commencé comme ça. Après, j'ai pas voulu retravailler avec eux parce que je pense que ça peut vraiment, c'est un risque quand même. Mais donc, c'était fait. Voilà, j'ai eu ce premier chantier assez facilement puisque c'était des amis et l'endroit était vraiment magnifique. Et le deuxième, du coup? Et alors le deuxième, ça, pour le coup, je m'en souviens pas. Mais faudrait que non, en fait, le tout premier quand je me suis lancée, c'était un client qui était aussi quelqu'un que je connaissais bien et il voulait tout de suite, c'était l'enfer. Et je me suis dit, vaut mieux pas, parce que mon travail, c'est du temps long. En général, un chantier, ça ne dure pas 2 mois, ça dure 1 an et demi, 2 ans, enfin, ça dépend du chantier. Et donc, lui, très vite, au bout de 2 jours, j'avais monté ma boîte pour lui. Et je lui ai dit, bah non, en fait, on va pas du tout travailler ensemble. Ça va pas le faire du tout parce que c'est pas possible. Donc, il dit, ah bon, mais comment ça? Je dis, bah non. Enfin, tu vois. Donc, l'aventure humaine, elle est hyper importante. Et dans ce métier, c'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire que si tout de suite, tu sens que le client... faut savoir dire non, en fait. Voilà. Ouais, pas vraiment. Prendre coûte que coûte. Ouais, vraiment. Et ce même client, donc, il m'a demandé pour travailler avec lui 15 ans après. Et j'ai dit oui. Et à un moment, je me dis, c'est pas possible, en fait, il parle trop mal aux gens, ça va pas le faire. Donc, je dis, bah, j'arrête. Donc, j'ai arrêté à nouveau. Et après, il est revenu me rechercher. Et je dis, bah, tu vas prendre une boîte de Lexomil. Mais. Et c'est vraiment. Et je dis, si tu parles encore une fois mal aux entreprises, là, ça va pas être possible. Et il m'a dit, je te promets. Et ça s'est très bien passé. Le chantier était très beau. Mais voilà, les gens sont compliqués. Et c'est vrai que bon, c'est une crise d'angoisse. Moi, je dis souvent que voilà, ça reste quand même. Je ne sauve pas des vies. Il faut quand même respecter les gens. Il faut. Bien, voilà, le chantier, c'est compliqué. Mais avant tout, c'est le respect des entreprises. Et puis s'il y a un peu de retard aussi, il y a des choses, c'est pas si grave. En fait, il faut un peu relativiser. Donc voilà, mais la relation humaine est avant tout hyper importante. Et moi, j'ai envie de rebondir sur cette question du premier client. Votre premier client inconnu, qui finalement peut-être vous conforte, parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous prend pour pas forcément encore votre nom, et qui vous fait confiance. Et qui était-il et comment vous l'avez décroché? Ça reste quand même du bouche à oreille. Donc, c'est quand même. Parce que la pression est quand même un peu plus forte ou moins, finalement. Bah non, je trouve que la pression est moins forte quand vous ne les connaissez pas. Ah oui. Quand même. Moi, je me mets plus de pression quand je les connais. Oui. Votre singularité finalement dans ce monde, ce qui vous distingue vraiment. Distingue parce qu'on est nombreux, hein, franchement. Bah oui. Quand même, on est très nombreux. Je pense que quand on a gagné, par exemple, L'Oréal, c'est parce que on rapportait de la féminité, de la maison à la lumière du bureau. C'est-à-dire qu'avant, les bureaux étaient assez quand même moquette grise et néon blanc, et que L'Oréal, c'est une boîte où il y a 75% de femmes, et donc on a plus parlé, je pense, aux femmes aussi, en rapportant de la couleur, de la douceur, du confort et une lumière autre que quelque chose de ramener l'univers maison à l'intérieur du bureau, parce qu'on passe beaucoup de temps au bureau, et c'est vrai que maintenant on fait pas mal d'immeubles de bureau, et j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est intéressant de travailler. Je vous ai entendu, alors peut-être que mais non, je suis sûre que ça a été dans le podcast que j'ai écouté, vous parliez des couloirs d'hôtel. Ouais. Et que c'était super intéressant.
Oui, non, mais non, Parce qu'on y passe du temps finalement dans les couloirs Je d'hôtel. parlais aussi plus des parties communes des immeubles. Oui, les parties communes, exactement. Et ça, j'en fais pas mal aussi pour des promoteurs ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand tu rentres tout de suite dans ton immeuble, bah, tu as envie que le hall soit beau, le couloir aussi, l'ascenseur. Voilà, c'est de donner un peu et apporter aussi. C'est pas que dans l'intérieur de la maison, c'est que tout de suite. Voilà. Donc parfois, on fait que ça, on fait que les parties communes des immeubles. Et c'est assez amusant à faire. Le feng shui. Je suis nulle, hein. Je suis très mauvaise en feng shui. Ouais, vraiment, je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ah, vous verrez, ouais, moi, pas du tout. Je ne l'intègre pas du tout à mes projets. Mais par exemple, en revanche, quand c'est des projets, je reviens toujours à L'Oréal, je sais qu'il y avait quelqu'un de feng shui qui est intervenu en nous disant bon, il vaudrait mieux mettre ça comme ça et ça comme ça. Mais non, moi, je marche que à l'instinct, en fait. Mais bon, c'est sûrement très intéressant. C'est vrai que j'ai pas le temps de voilà, je me suis pas mise là-dedans. Mais il y a très peu de gens qui me le demandent. Ouais, franchement, Ah oui. ouais. C'est, ça revient très. Je sais pas si ça. Ouais. Mais c'est sûr, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a Non, encore mais une c'est très question. intéressant comme sujet. Il y a encore deux questions. Oui, 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 bien sûr. Donc, comment, pour résumer, après avoir tant donné dans un projet, de s'être impliqué personnellement, est-ce que c'est difficile finalement de lâcher voilà, c'est ce projet dans lequel on s'est investi aussi longtemps. Et la deuxième question, combien de personnes dans l'équipe de Créa vous avez? Non, mais il est très beau ce projet d'hôtel à Bruxelles et j'ai hâte en fait qu'il ouvre parce que voilà, mais c'est vrai que c'est du temps long. J'ai du mal à lâcher les projets. Non, je suis fière des projets qu'on fait. J'ai pas du mal à les lâcher. Franchement, au contraire, une fois qu'on donne les clés, on est content, que ce soit du résidentiel ou autre. Quand c'est des lieux publics, ben, en général, j'y vais. Et je suis toujours heureuse d'aller dans un restaurant ou dans un hôtel qu'on peut faire. Ou voilà, aussi, je peux voir les cafés joyeux, par exemple. Il y en a un ici aussi. Mais donc, c'est pas du mal à les lâcher, c'est juste être fier de les monter, voilà, de les voir et de dire, bon, bah voilà, c'est un de plus. et après, ouais, de commencer le prochain surtout, de réfléchir au prochain. C'est plus ça qui est compliqué. Et l'équipe de créa, bah, ça dépend. Ce que je disais sur le studio d'archi, ça varie en fonction des projets qu'on a, parce qu'on prend pas mal de freelance, on se staff aussi en fonction des projets. Donc là, on doit être à peu près une quinzaine en ce moment, 15 ou 18. J'ai une équipe aussi à Bordeaux. Parce que la boutique à Bordeaux, Place des Quinconces, au sein de la boutique, il y a une personne qui travaille avec moi depuis très longtemps, qui était à Paris, et quand elle a eu ses enfants, elle avait du mal à vivre à Paris, elle a voulu partir vivre à Bordeaux. Je dis, bah, super, tu peux continuer si tu veux pour nous à Bordeaux. Et donc, on fait même pas mal de chantiers ici. On a fait le château du Cru Beaucaillou, on a fait des maisons sur le bassin Arcachon, ou à Biarritz, hôtel, et choses comme ça. Donc, on bosse pas mal ici. Et donc, voilà, une quinzaine, ça dépend. Et juste pour dire aussi sur cette question, vous vous impliquez à chaque fois dans chaque projet à titre oui. personnel? Oui. Il n'y Donc a rien on a qui sort. la patte Sarah Lavoine dans tous Il les n'y a projets. rien qui sort sans que, non, sans que je valide, que je vois et que. Oui.
qu'est-ce qui anime à chaque fois, chaque chantier, chaque démarrage de projet? Un leitmotiv ou... Ah, bah c'est ça en fait, c'est que quand la personne rentre chez elle ou enfin, elle se sente bien tout de suite, en fait, de trouver toujours tout de suite une âme au lieu, que ce soit une maison, un appartement ou un hôtel, c'est que quand vous arrivez là, vous vous sentez bien. En fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est apporter un peu ouais, de beau et de bon et de bien-être à un lieu. Donc, c'est surtout ça le plus important à trouver à chaque fois. Et est-ce que... Oui, il y a encore des questions. Allez-y. Bonjour. Il reste quelques minutes. Après... Bonjour. De quoi? La gestion des risques et de la prévoyance, c'est ça sur les chantiers? Au niveau des... Ah oui, non. Oui, oui, non, il y a des grosses assurances qui coûtent très cher d'ailleurs en fonction de chaque chantier. Donc il faut absolument s'assurer. De toute façon, c'est la loi, vous êtes obligés. Donc on a à l'année une compagnie d'assurance qui nous accompagne. À l'année? Oui. Alors l'avantage, c'est que c'est plus moi qui gère ça aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas vous répondre. Heureusement d'ailleurs, parce que si je devais en plus gérer l'assurance, là, non, je me concentre sur ce que je fais de mieux, en tout cas je crois. Donc là j'ai un directeur financier qui gère et administratif qui gère toutes ces questions-là. Mais du coup, c'est la proportion peut-être en termes de budget, d'investissement sur la partie assurance. Franchement, je sais que ça coûte cher, les assurances, mais je ne peux pas vous dire. Ah non, elle n'est pas bleue. Si, il y a un tout petit peu de bleu là, vous voyez. Bleu quand même. Comment vous avez choisi? On a fait pas mal d'essais différents et je voulais un truc qui soit joyeux, qu'on regarde, qu'on remarque. Donc j'aime cette association de couleurs entre le rose, le jaune un peu ocre comme ça, voilà, et la photo en noir et blanc. Donc, merci à vous. Le livre que vous pouvez retrouver bien sûr sur le stand de Mola à l'accueil. Il y a encore des questions? Oui, il y a encore plein de questions. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Je vois l'horloge au-dessus aussi. C'est quoi? Allez-y. Bonjour. Bah, vous avez l'air bien, moi je trouve. Donc continuez comme ça surtout, voilà. Avec le sourire. Je trouve que déjà dès qu'on a un sourire, ça change beaucoup de choses. C'est vraiment l'approche, c'est quand même beaucoup plus agréable. Moi je pense que ça se travaille. Oui, ça s'acquiert aussi avec le temps, mais tout est finalement utile. C'est-à-dire que je me dis pas, tiens, j'ai fait des cours de théâtre et de la psycho et de la philo pour rien. Finalement, je pense que je suis plus à l'aise là parce que je suis passée par ça. Mais c'était pas voilà, le chemin fait que tout vous sert dans la vie. Et le côté positif, c'est aussi de nature quand même. Donc après, ça s'entretient, ouais. Mais vous avez l'air très positive. Et s'il y avait quelque chose à refaire? S'il y avait quelque chose à refaire, peut-être, effectivement, ma sœur est entrepreneuse aussi, elle a une marque de bijoux qui s'appelle Stone Paris, et elles sont pas très nombreux dans son bureau, ils sont 6-7, elle a 2 boutiques, elle a un e-shop, ça marche très bien, elle fait des très beaux bijoux. Chacun me dit, mais pourquoi tu veux grandir autant, pourquoi tu prends des actionnaires, pourquoi? Et peut-être elle n'a pas tort en fait, elle est peut-être plus libre que moi aujourd'hui, parce que moi je suis dans cette course de toujours maintenant, on est obligé de faire, de grandir, de produire, et en fait, elle est beaucoup plus libre que moi. Elle est plus agile que moi aujourd'hui. Moi, si je voulais avant, quand on était plus petit, je pouvais dire, bah tiens, j'ai envie de faire une chaise, j'ai envie de faire une table, et je pouvais la faire. Maintenant, elle va me dire, ah bah non, ça va prendre 2 ans, Sarah, et puis ça sera pour la collection, hein, et puis on va en produire tant.
Ah bon, mais pourquoi en fait? Si j'ai envie de faire une table, je peux pas la faire. Et tu peux plus. Voilà, j'ai moins d'agilité aujourd'hui et de liberté. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de B2B ou il y a encore des particuliers? Non, j'ai encore du résidentiel, pas mal. J'ai un bon équilibre entre tout. Voilà. Donc il y a encore des personnes qui bénéficient de chez elles. Oui, oui, et puis c'est pas une question de taille, hein. On peut faire franchement un très joli petit appart. Enfin, Vous on n'a prenez pas tous les besoin de chantiers? Je prends les clients que j'aime. Vous Surtout. choisissez vos Voilà, clients. on choisit C'est les bien. clients. C'est bien. Je sais qu'il y a encore des questions. Après Sarah Lawan, pardon, Poniatowski, excusez-moi, Bah oui. on a parlé. Oui, Hein, voilà, comme j'ai quoi. fait l'erreur alors que je Mais vous êtes pas la- reprends vous êtes pas la tous seule, ceux qui hein. font l'erreur depuis que je sais que vous Je venez. me souviens d'un article pour Madame Figaro où dans le même article, il y avait Sarah Lavoine, Sarah Poniatowski-Lavoine et Sarah Poniatowski. Je dis, waouh, elle a été forte, la journaliste. Il faut un temps. Il faut un C'est temps ça. pour. Voilà. Donc Sarah, vous êtes là avec nous encore un petit peu pour celles qui le souhaitent dédicacer le livre à l'accueil. Et avant de conclure, vous allez vous faites un cadeau réservé à cette salle. Donc on a la chance. Voilà. Pour celles qui le souhaitent et qui ont du temps, je vous laisse annoncer le cadeau que vous faites. Oh bah non, mais c'est gênant. Non, mais c'est. Non, c'est pas gênant. C'est juste que, oui, on avait dit que si vous vouliez passer à la boutique, Place des Quinconces, voilà, ceux qui sont à la salle avaient une remise de 15% pendant le week-end. Voilà. Pendant le week-end. 15%. Et il faut Voilà. donner un code. Et, donc, le Je code, vous donne c'était- le code. À ne pas répéter. Et devinez ce que c'est, le code. Donc c'est Profession L. Profession L. Voilà. Mais chut, hein. C'est parce que vous étiez ici avec nous. Exactement. Voilà. Donc vous avez ce week-end pour aller faire un tour dans la boutique au Quinconce. Cet après-midi encore. Elle est fermée. Elle ouvre jusqu'à quelle heure? 19h, aujourd'hui, demain. Pas dimanche, c'est fermé. Ah non, dimanche. Donc aujourd'hui, demain. Voilà. Donc Merci. merci. Beaucoup. Merci beaucoup.